Je m'appelle Rachid Kadir, je suis président d'un syndicat qui s'appelle ACR et qui représente les industriels de la GTB, pour faire simple, ou des BAX. Et je suis accompagné de Florent Trochu, qui est le délégué général, et vous entendrez sa douce voix dans quelques minutes. Je vais commencer. Alors, on va débuter simplement par un cadre déjà de définition. Les BACS, qu'est-ce que ça veut dire? BACS, Building Automation Control System, en français GTB, Gestion Technique du Bâtiment, qui se compose de plusieurs étages, des équipements terrain, de l'automatisme et une couche supervision. Donc on va retrouver au sein de ces BACS des produits, alors ça c'est facile à comprendre, ces produits on va les additionner pour composer un système afin de répondre aux fonctionnalités attendues et on va venir adosser des services comme par exemple des services digitaux. Et tout ça, le but premier des BACS, et ça on l'oublie souvent, c'est d'assurer le confort dans les bâtiments, donc là où on passe la plupart de notre temps. Donc une fois que ce confort est atteint, on se dit, ok, consommons le juste nécessaire et pas plus pour atteindre cet objectif de confort qui nous est cher, je crois. Comment est composée l'industrie des BACS? En fait, on va retrouver des industriels qui font, comme tous les industriels, de la recherche et développement pour développer des technologies les plus fiables et les plus efficaces possibles. Et ces industriels, ils ont besoin d'avoir une vision, donc de s'appuyer sur un référentiel, notamment de normalisation. Donc une partie du travail de l'ACR, c'est de travailler sur des sujets de normalisation pour définir un cadre technique, réglementaire, et je dirais sur le périmètre le plus large possible. Donc les sujets qu'on traite aujourd'hui, évidemment, s'appliquent le décret BACS, par exemple, pour la France, mais il s'applique également pour pas mal de pays en Europe. Ces sujets de GTB, de BACS, de décret, en fait, ils s'appuient sur une norme internationale qui s'appelle ISO 52120. Cette norme, elle définit les fonctions qui permettent d'être efficace. En fait, être efficace, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est mathématique, c'est physique, et on doit s'appuyer sur des éléments factuels pour atteindre les objectifs demandés ou attendus. Vous avez tous vu sur de l'électroménager, par exemple, la classe C, la classe B, la classe A. Pour les BACS, c'est exactement la même chose. En fonction de l'efficacité, vous allez avoir une valeur de votre boucle de GTB. L'un des points clés également, alors je crois que je parle trop parce que si je mets 5 minutes par slide, on n'ira pas au bout. L'un des points clés, c'est donc le confort en consommant le juste nécessaire, mais également en maîtrisant ses coûts et en se projetant le plus loin possible dans le temps, tout en réduisant l'impact carbone. Je vous ai fait une phrase à rallonge, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipements qu'on met dans les bâtiments, l'objectif, c'est qu'ils soient interopérables. Pourquoi? Pour pouvoir simplement les remplacer dans le temps aisément et parce qu'on est sur une boucle d'industriel la plus large possible. Avoir un produit, en général les produits ont une durée de vie plus courte que les bâtiments, on va dire 20 ans pour les produits, une centaine d'années pour les bâtiments, on sait très bien qu'il va falloir les remplacer, donc cette interopérabilité va nous permettre de travailler avec un grand nombre d'industriels et d'être capable dans un second temps de remplacer aisément les produits. Alors, je vais accélérer un petit peu. En 2018, il y a quelque chose de très important qui s'est produit, c'est que l'EPBD, ou la directive de performance énergétique des bâtiments, donc on est sur un périmètre européen, a reconnu les BACS comme un système technique à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans tous les sujets, dans tous les moteurs de calcul. Et aujourd'hui, très clairement, on définit ça comme le troisième pilier, notamment de la rénovation. Le premier, c'est quoi? C'est la structure du bâtiment. Pour réduire nos consommations, on peut isoler, ça fonctionne très très bien et on le recommande. On peut également changer nos équipements, ça marche aussi très bien. Pour les deux premiers points, on a des retours sur investissement qui sont longs ou moyens. Et le troisième élément, c'est les BACS. Ça permet quoi? Ça permet de faire des économies d'énergie, mais surtout non, mais aussi d'apporter de la transparence. Donc l'un des points clés qu'il faut garder, c'est isolons nos bâtiments, continuons.
mettons des générateurs de dernière génération avec des coefficients de performance aboutis, mais également gardons en tête qu'un bâtiment bien isolé qu'on traite, sur lequel on pousse de l'énergie s'il est vide, c'est du gaspillage. Donc il va nous falloir à un moment donné des capteurs dans le bâtiment pour dire il y a quelqu'un, il n'y a personne, j'ai besoin de 19 degrés, j'ai besoin de 21 degrés. Et les bacs servent aussi à ça, c'est-à-dire à éviter le gaspillage. Florent, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Rachid. Donc Florent Trochu, délégué général du syndicat ACR, l'Alliance BAX. Dans son propos introductif, Rachid revient sur ce qu'est la discipline des BAX. Ici, avec ce premier slide, on va pouvoir voir dans quel cadre institutionnel il se situe. Par cadre institutionnel, j'entends principalement les références réglementaires qui vont s'appliquer. Je me permets ici de citer ton prédécesseur, Rachid Philippe II, qui avait utilisé, au poste de président CR, qui avait utilisé l'expression alignement des planètes. Quand on a vu effectivement arriver à la fois le décret tertiaire, qui représente pour la première fois une réglementation qui oblige une réduction de la consommation énergétique réelle. Ce décret BAC, j'y reviens pas, le décret tertiaire, pardon, des objectifs donc, sur la consommation énergétique totale du bâtiment. Et puis la première brique qui représente l'exigence de moyens, à savoir le décret BAX, où là on doit installer un BAX donc de classe C selon la norme en vigueur. Et c'est bien cette exigence de moyens qui est une des briques permettant d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Puis quand on parle d'alignement des planètes, on a donc l'exigence de résultats, l'exigence de moyens. Le troisième pilier, c'est le moyen de financement, donc essentiellement à travers les certificats d'économie d'énergie. On cite ici principalement la BAT TH116 que nombre d'entre vous doivent connaître, puisque c'est la fiche 2E qui permet de financer pour partie l'installation d'un BAX performant, soit de classe A ou B sur la norme, donc qui permet à la fois d'être conforme au décret BAX et puis d'aller plus loin en termes d'économie d'énergie et de potentiel et de valeur ajoutée. Donc ce cadre-là, il est extrêmement important pour nous et en tout cas pour ce qui est du marché tertiaire, il décrit très précisément la voie de déploiement des BAX pour atteindre les objectifs réglementaires. Juste un petit élément supplémentaire pour ceux qui se disent mais je croyais que le décret BAX était 290 kW. Il y a effectivement le décret BAX 1 290 kW et 2 70 kW. C'est simplement une remarque supplémentaire. Merci. Sur les seuils, c'est important de revenir. Je pense que c'est aussi assez connu. Je voulais, par de ce slide-là, qui est peut-être un petit peu technique, mais que je vais me permettre de résumer assez brièvement. On vous a compris, quand on parle de BAX, on peut classifier la performance des BAX selon cette norme, donc de classe D, qui est le niveau, en fait, j'ai pas de régulation dans mon bâtiment, en fonction de mon manuel des équipements. Ensuite, on a la classe C, qui est le niveau réglementaire, donc c'est une régulation terminale, une programmation, des choses conformes à la RT par élément, par exemple. Puis ensuite, on peut aller plus loin, des classes A ou B, et là, on met en œuvre un principe qu'on appelle la gestion en fonction de la demande réelle, c'est-à-dire qu'on va avoir une communication, un échange de données entre les postes qui consomment de l'énergie et les postes qui produisent de l'énergie. Et typiquement, par exemple dans une pièce, grâce à cette communication, on va pouvoir avoir une ordre qui dit bah voilà, j'ai atteint ma température de consigne, je peux dire à mon réseau hydraulique d'arrêter de me fournir de l'eau chaude, ou voire je peux aussi dire au générateur d'arrêter de faire chauffer l'eau parce que j'ai déjà atteint la température de confort. Et c'est en suivant ce principe qui s'applique sur tous les systèmes techniques du bâtiment qu'on peut avoir une gestion en fonction de la demande réelle. Donc on a bien le confort qui est ce qu'on vise, avec une garantie qu'on consomme le minimum d'énergie pour atteindre ce confort. Ça, c'est le principe fondateur des BAX, c'est donc ce qu'on appelle un BAX performant. Voilà. Et donc, c'est quand on met en œuvre le C2E BAT TH116, on met en œuvre un système répondant à cette caractéristique. Je poursuis mon propos en permettant d'élargir un peu le sujet, puisque aujourd'hui, on bénéficie de visibilité de par la terminologie BAX qui est associée au décret BAX. Le décret BAX s'applique aux bâtiments tertiaires. Si on se met avec une culture anglo-saxonne, on va dire, ou plutôt internationale, les BAX, c'est tous les systèmes de régulation de gestion technique du bâtiment, indépendants du type de bâtiment. La physique s'applique de la même manière d'une maison individuelle ou dans un bâtiment, dans un hôpital. Donc ce qui est important de voir, c'est que ce chemin de développement, c'est-à-dire les étapes réglementaires et les moyens de financement qui sont associés, sont à peu près similaires quand on parle, en tout cas c'est la même logique, quand on parle du marché tertiaire et du marché résidentiel. Notre grille de lecture, ça reste toujours la norme 5220, avec ce niveau C qui est standard réglementaire et le niveau A et B qui permettent de faire de la gestion en fonction de la demande réelle. Et puis vous voyez que sur le marché tertiaire, on a l'étape 1 qui est le décret classe C, et puis on peut aller chercher
la classe A ou B avec les financements C2E. De la même manière dans le résidentiel, on a ce que j'appelle le décret régulation, certains l'appellent le décret thermostat. C'est l'obligation d'avoir un système de programmation et de régulation terminale pour le chaud et pour le froid dans tous les bâtiments au 1er janvier 2027. Et donc ça correspond à la classe C pour un usage chaud et froid. Et bien de la même manière, avec les C2E, la barre tachon 73, vous pouvez aller chercher un système plus performant qui est à la fois conforme au réglementaire, qui permet d'aller chercher un surcroît d'économie d'énergie. Donc pour nous, ça balise extrêmement bien notre sujet, et donc on est vraiment dans une phase de déploiement de ces technologies qui sont mûres, robustes, éprouvées à travers ce cadre donc institutionnel très clair. Je saisis l'occasion pour quand même embarquer 3 points. Premier point, je ne reviens pas sur les dates d'application du décret BACT à la DPEB, mais grosso modo, la DPEB, la révision de la directive performance énergétique des bâtiments 2024, finalement vient valider ce qui avait été déjà fait en France à travers une surtransposition, notamment avec le seuil de 70 kW. C'est la première chose. Donc on se lance vraiment dans la massification, non plus seulement dans le marché français, mais en anticipant sur le marché européen, voire international. Et puis, 2 points techniques quand même. Quand on parle de régulation terminale et dans les installations, on va nécessairement faire varier les débits. Ça nécessite d'aller traiter le sujet de l'équilibrage hydraulique, notamment avec des technologies d'équilibrage automatique. Et ça, je pense que c'est un peu le parent pauvre de la réglementation sur nos sujets, et sur lequel on doit nécessairement maintenir une attention particulière. Et puis le deuxième point, c'est que maintenant, on peut embarquer à travers les protocoles de communication standardisés la cybersécurité, avec notamment les solutions BACnet-SC, KNX Secure, qui permet de développer donc à travers ces protocoles des solutions qui sont évolutives, qui sont performantes et qui sont sécurisées, enfin, cybersécurisées. Vraiment, alors on attend les résultats de la directive, la transposition qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais ce marché va aussi grandement augmenter, et on va pouvoir, à travers cette dynamique-là, aussi sécuriser nos installations. Et puis je vais passer la parole à Rachid pour conclure. En fait, je crois qu'on a quasiment terminé, donc je ne voudrais pas rater les questions il me reste 3 minutes. Donc peut-être commencer par les questions, et j'en profite simplement pour vous dire qu'on a créé une association qui s'appelle l'Alliance BACS, qui a pour but d'aligner en fait tous nos discours, toutes nos connaissances sur ces référentiels qui existent, et de pouvoir vous accompagner dans la montée en compétences et dans le fait de vous rendre compte que c'est assez objectif. En fait, on a souvent le sentiment que tout est soumis à interprétation, parfois, mais c'est quand même relativement rare. On peut systématiquement s'appuyer sur des textes, sur des faits, pour avoir les bonnes réponses. Donc, si vous avez des questions, profitez-en. Il doit me rester 1 minute 30. Oui. On vous applaudit pour la question. Même avant, merci pour votre présentation. Justement, je vois que vous m'entendez. Alors, si je ne prends pas un casque, je ne vous entends pas. Vous m'entendez ? Super. Je vous remercie tout d'abord pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la norme. Et du coup, si on a, par exemple, sur les 7 profils, on va dire, sur les lots CVC, par exemple, on voit qu'il y a des choses qui sont assez contraignantes et qu'on ne trouve pas forcément chez les clients. Et en fait, si on a un seul point qui est en D, si on suit la norme strictement, on est déjà en D. Oui, la note la plus défavorable est la note finale. Et du coup, justement, vu à cette complexité de la norme, comment on peut s'adapter vis-à-vis de projets ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que si vous avez un D, l'effort à faire, il est que sur une fonctionnalité et pas sur l'ensemble des points. La mauvaise, c'est qu'effectivement, l'économie d'énergie, si vous êtes A partout et que vous avez un D, vous n'allez pas faire 40% d'économie d'énergie. Mais comment on fait ? Déjà, on est capable de le voir, de cibler, de dire c'est ce point dur que vous avez, c'est le maillon de la chaîne fragile, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les économies d'énergie attendues. Alors si votre question c'est l'investissement est très lourd pour ce dernier point, ça devient j'ai envie de vous dire, du cas par cas, parce que là aussi, nous, notre job, c'est d'être objectif. Ça veut dire quoi, très lourd ? Et il y a quand même, si on ne fait pas d'économie d'énergie, mais il faut le prouver, on peut sortir du processus. Oui, déjà on fait sur les 7 points, après que sur les lots CVC par rapport au TRI. Mais nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est qu'on a beaucoup de D sur notamment les lots CVC. C'est l'état du parc actuel. On a tout le temps un TRI supérieur à 10 ans. Au final, on se dit, finalement, il n'y aura pas trop de cas d'application. Alors c'est rare, les TRI supérieurs à 10 ans. Par exemple, pour la partie store, ça chiffre
Parce qu'il faut que ça soit automatisé et automatique. Et du coup, ça chiffre à des millions et bah, du coup, paf. Les stores, c'est un bon exemple. Si c'est pas du tout équipé, c'est pas la priorité, on va dire. Notamment, c'est le point de l'équilibrage dynamique, par exemple, Ouais. qui m'a donné le. Ouais. Voilà. Je vous remercie en tout cas.